24 ans plus tard, la vérité sort enfin. Bienvenue aux nouvelles de la Pige en direct. Marc-André Grenon admet être le meurtrier de Guylaine Potvin. Le centre-ville de Jonquière devient de plus en plus attrayant pour les citoyens. 14 février, c'est jour de Saint-Valentin au grand plaisir des restaurateurs qui débordent de clientèle. Bonne Saint-Valentin tout le monde, ici Alexis Dumont, bienvenue au bulletin 17h. Coup de théâtre dans le procès de Marc-André Grenon à Chicoutimi. L'accusé a admis avoir tué Guylaine Potvin le 28 avril 2000, dès le début des plaidoiries. On rejoint notre journaliste Victor Carré directement au palais de justice de Chicoutimi. Alors Victor, raconte-nous ce qui s'est passé là aujourd'hui. Eh bien, Alexis, c'est devant une salle de cour bondée que les aveux de Marc-André Grenon sont survenus au début des plaidoiries de la Couronne ce matin. Le représentant du directeur des poursuites criminelles et pénales mené par maître Pierre-Alexandre Bernard a révélé que les avocats de l'accusé admettaient que Grenon avait bel et bien causé la mort de Guillaume Potvin dans la nuit du 27 au 28 avril 2000 à l'appartement de la victime qui se situe dans l'arrondissement de Jonquière. Eh bien, concrètement, non, puisque Grenon a admis avoir tué Guylaine Potvin, mais n'a pas voulu plaider coupable aux accusations qui pèsent contre lui, étant meurtre au premier degré et agression sexuelle grave. Eh bien, la thèse de la défense, qui a toujours lieu présentement au palais de justice de Chicoutimi, reposait sur le fait que Grenon avait entré par effraction dans l'appartement de Guylaine Potvin dans le but de voler la résidence et non pour agresser et tuer la victime. Une thèse qui a été réfutée par la Couronne en soulevant notamment le fait que plusieurs objets de valeur n'avaient pas été volés. Rappelons que la défense n'a pas appelé de témoins à la barre lors de sa preuve. Et quelles seront maintenant les prochaines étapes dans le procès? Eh bien, maintenant que les plaidoiries vont être sur le point d'être terminées, les éditions seront terminées suspendues jusqu'à lundi prochain. À ce moment, le juge François Oyotte va faire ses dernières directives. S'en suivra la délibération des jurés et la peine de Grenon. Maintenant, le gouvernement provincial a annoncé une aide financière à 5 médias régionaux, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette mesure totalisera 217 591 $. Cela a pour objectif de soutenir les médias qui traversent actuellement une crise. CKJ rappelle l'importance des radios communautaires pour l'information régionale. Le centre-ville de Jonquière va enfin de l'avant. Il y aurait de moins en moins de locaux vacants, selon le conseiller municipal Kevin Armstrong. Rosalie, hier soir, tu es allée au conseil d'arrondissement de Jonquière et c'était au cœur de la séance. Oui, effectivement, le conseiller municipal Kevin Armstrong se dit fier de l'avenir du centre-ville de Jonquière. Selon lui, le taux d'inoccupation de la rue Saint-Dominique aurait baissé de 50 % entre 2022 et 2023. Il soutient également que cette baisse serait causée par un signal clair que la ville a envoyé aux entrepreneurs, comme quoi ils seraient au cœur de leurs préoccupations et que des investissements se feront régulièrement. On peut l'écouter. La joie d'envoyer un signal clair que notre centre-ville, non seulement on a de l'intérêt, mais on veut s'en occuper, on veut s'en préoccuper. Et je pense que la résultante au niveau des locaux vacants, là, ça en fait sentir. C'est une super, super bonne nouvelle. Puis je félicite les entreprises là, qui investissent là, dans notre beau centre-ville. Et maintenant, du côté des commerçants, est-ce qu'ils y voient une amélioration? Oui, bien en fait, j'ai pu m'entretenir avec le gérant du café L'Érudit situé sur la rue Saint-Dominique, Marc-Olivier Gagné. Il voit le potentiel du centre-ville. Il a également mentionné que l'immeuble Duns a été acheté par le bar laitier Pinocchio et selon lui, cet achat va aider à dynamiser le secteur. Par contre, ce n'est pas tous les commerçants qui sont d'accord avec ses propos. Le directeur de la nouvelle boutique informatique Dépôt, située dans l'ancien salon de quai situé sur la rue Saint-Hubert, pense qu'il y a de moins en moins d'investissements à Jonquière et que certains commerçants préfèrent être à Chicoutimi, on peut l'entendre. L'investissement à Jonquière, il y en a de moins en moins. Les gros chaînes veulent se diriger de Chicoutimi. On voit beaucoup d'annonces de fermeture de magasins les derniers temps au niveau des grandes chaînes qui réduisent leurs magasins. Souvent, quand ils ont 2 magasins Chicoutimi-Jonquière, mais le choix n'est pas très difficile, malheureusement.
Maintenant, finalement, est-ce que la Ville a des nouveaux projets pour le futur? Oui, il y a toujours le projet de 6 millions de dollars pour la réfection du stade Richard Desmeules. Il y a également la phase 2 concernant la revitalisation des bâtiments du parc de la Rivière-aux-Sables qui verra le jour en 2025. Il y aura aussi beaucoup d'autres investissements pour la mobilité active de Jonquière. Monsieur Kevin Armstrong a également parlé d'un projet secret concernant l'image de marque de la ville et beaucoup d'autres annonces auront lieu prochainement. Parfait, un grand merci, Rosalie. Après la pause, maintenant, la fonderie a une menace de fermer ses portes. Là, elle a un chiffre d'affaires au-dessus de 100 milliards, donc c'est quasiment le budget du Québec. Donc, Maintenant, on a pu apprendre ce matin dans un dossier publié par Radio-Canada que la fonderie Horn, située à Rouyn-Noranda, en Abitibi, pourrait mettre un terme à cette activité d'ici peu. Et Jasmin, c'est une usine qui est la 41e plus polluante au pays, là. Exactement, Alexis. C'est selon des documents classés secrets du ministère de l'Économie dont a obtenu le diffuseur public qu'on entend que l'entreprise Glencore, qui est propriétaire en fait de la fonderie Horn de Rouyn-Noranda et du CCR Fonderie de Montréal-Est, a annoncé ne plus être certaine d'investir pour réduire ses émissions. Évidemment, on peut se poser la question pourquoi une telle mesure? Eh bien, je vous dirais, Alexis, que c'est assez simple parce que là, en fait, l'usine doit se conformer à une instauration ministérielle depuis le 15 mars dernier. Et en fait, l'entreprise doit réduire ses émissions, notamment d'arsenic, jusqu'à 15 nanogrammes de particules par mètre cube d'air d'ici 2027. Mais j'imagine que ces installations-là ne sont pas gratuites, là. Non, effectivement, comme vous le dites, et c'est là que le bas blesse, en fait. On a notamment installé plusieurs systèmes comme un dépoussiéreur qui coûte environ 4,5 millions de dollars et qui a été installé dans les derniers mois. Et ça, vraiment, Alexis, c'est rien comparé aux installations supplémentaires qui devront être installées au cours de la transition, notamment qui pourraient coûter jusqu'à 750 millions de dollars. Et c'est là principalement que les dirigeants de Glencore réagissent. En fait, eux veulent s'assurer que le projet est premièrement viable et qu'il n'y aura pas d'autres mesures qui seront instaurées après 2028 lorsque l'instauration ministérielle sera terminée. Du côté gouvernemental, on marche vraiment sur des œufs et c'est le cas de le dire parce que d'un côté de la médaille, on a les nombreux groupes environnementaux qui luttent pour des changements et qui luttent pour la fermeture de ces deux usines de Glencore. Et en fait, aussi de l'autre côté de la médaille, on a aussi de nombreux travailleurs qui, eux, pourraient perdre leur emploi si advenait un tel scénario. Et j'attire votre attention principalement là, sur le nombre d'employés qui pourraient être touchés par ça. On a dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue 600 emplois qui seraient touchés directement et 1400 emplois qui seraient touchés indirectement. Et dans la grande région du Grand Montréal, on parle entre autres de 550 emplois qui seraient touchés directement et 107 emplois qui seraient indirectement. Merci beaucoup, Jasmin. Le 6 février dernier avait lieu la deuxième rencontre de l'organisme des bassins versants. Le but de ce rassemblement était de cibler les problèmes les plus importants concernant l'eau et établir des solutions. Le conseiller municipal Jimmy Bouchard était présent à cette rencontre. Il a mentionné que 5 principales problématiques ont été abordées, entre autres l'érosion des berges, les plantes aquatiques envahissantes dans l'eau et certains plans d'eau, de même que la qualité de l'eau. Le plan directeur de l'eau devra être soumis d'ici le 2 mars prochain. En attendant, le conseil municipal est satisfait de la situation actuelle. La qualité est super bonne, puis on la suit de façon régulière avec le réseau de surveillance volontaire des lacs. On a des bénévoles qui prennent l'échantillonnage. On analyse la qualité de l'eau en temps réel, en tout cas plusieurs fois par année. Ça va super bien. Ce qu'on veut, c'est de faire de la prévention pour éviter que ça se détériore. La station de lavage de bateaux qu'on a installée à l'Éperlan, c'est un bon exemple. On veut regarder pour en installer d'autres aussi. Puis là, on arrivera prochainement avec un plan plus précis sur ces stations de lavage-là. Maintenant, la traversée internationale du lac Saint-Jean a demandé l'aide de ses locaux pour assurer la survie de l'événement. La demande a été faite lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue mardi soir. La dernière édition s'est terminée avec un déficit d'exploitation totalisant 177 579 $. L'organisation espère que le public sera au rendez-vous. Un appel à la population, c'est qu'on sait que la traversée, vous y tenez, on sait que vous appréciez la traversée.
Donc, le meilleur moyen de nous encourager, c'est d'acheter le passeport dès la semaine prochaine. Pour nous, c'est primordial pour la continuité de la présentation de spectacles. Maintenant, un policier du service de police de Saguenay a comparu hier au palais de justice de Chicoutimi pour avoir conduit avec les facultés affaiblies. Carl Simard n'était pas en service lors des faits. Il conduisait avec plus de 2 fois la limite d'alcool permis au moment de son arrestation le 5 décembre dernier. L'agent reçoit la moitié de son salaire depuis le dépôt des accusations. Le SPS a mentionné qu'il n'émettra aucun commentaire relié à cette affaire. Et maintenant, la météo, Jasmin, à quoi ressemble aujourd'hui? On a eu droit à un mercredi très gris en cette journée, supposément rose de la Saint-Valentin. On a eu des nuages et de la neige poudreuse qui nous ont accompagnés tout au long de cette journée de Saint-Valentin du 14 février. Il fait présentement moins 12 ressenti, moins 21 avec le facteur vent. Ce soir, les nuages nous accompagneront jusqu'à la tombée de la nuit avec une température qui chutera de seulement 1 ou 2 degrés maximum. Pour ce qui est de la légère neige qui tombe depuis le début de la journée, elle risque de s'arrêter aux alentours de 22 heures. C'est la semaine de la persévérance scolaire. Chaque année, des décrocheurs ont le courage de revenir sur les bancs d'école. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Caroline Cossette qui a décidé à 32 ans de revenir à l'école, près de 15 ans après avoir décroché. Je vous laisse avec mon entrevue. Quand tu étais plus jeune, tu as décroché de l'école pour diverses raisons. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dû décrocher, malheureusement? Avec un TDAH quand même assez intense et un manque de ressources dans ces années-là au niveau de la médication ou de l'approche avec des travailleurs sociaux ou peu importe, ça a fait en sorte qu'effectivement, j'ai fini par décrocher au secondaire. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à continuer de persévérer malgré tout pour la suite de ton parcours? Premièrement, j'ai eu une maladie auto-immunitaire qui est chronique, qui s'est déclarée après l'accouchement de ma dernière. Et puis, j'étais plus vraiment capable de faire le travail que je faisais. Il était plus vraiment adapté à ma situation. Ça, c'est sûr que ça m'a donné un gros coup, là, si on veut, là, pour pouvoir retourner aux études. Le retour aux études, ça a toujours été quelque chose qui restait pas loin, là, dans mes idées. Et puis, c'est ça, j'ai deux beaux enfants, fait qu'au niveau, justement, de la persévérance, de leur donner une meilleure vie aussi. Fait que c'est sûr que j'imagine que c'est une motivation aussi à avoir des enfants, d'en revenir aux études. J'imagine que ça fait partie aussi des motivations qui rentrent en ligne de compte. Oui, exactement, parce que quand on a des enfants, on veut leur donner le meilleur de nous, on veut leur donner l'exemple aussi. C'est sûr que mes enfants, c'est une source d'inspiration, puis ça m'a permis aussi de me motiver, là. Oui. Vous qui êtes revenu aux études, est-ce que vous considérez quand même que par le passé et même encore aujourd'hui, que les mesures dans les écoles pour justement éviter que les jeunes décrochent sont suffisantes ou est-ce qu'il y a un manque à ce niveau-là? Le nombre d'élèves dans les classes par rapport aux ressources qu'il y a est très élevé. Je pense que oui, l'école a sa part à faire pour que les élèves restent accrochés, pour qu'ils persévèrent. Par contre, ça dépend de la personnalité aussi des élèves, quelle tangente qu'ils vont décider de prendre. Il y a plusieurs facteurs là, qui vont influencer justement la persévérance. Le milieu scolaire, oui, manque de ressources, on le sait, on en entend avec les grèves aussi qu'on a vues au niveau des enseignants. Puis cette semaine-là de la persévérance scolaire, elle représente quoi pour vous? Une source d'espoir, si on veut, de dire, écoute, il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi, puis ça va continuer après toi aussi. Pour moi, là, ça représente vraiment là, tous les efforts de tous ceux qui ont décidé de faire un retour aux études. Là. Bien, écoute, Caroline Cossette, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui. Les réservations affichent complètes pour les restaurateurs en cette journée de Saint-Valentin. On vous présente le reportage de Kevin Duquette-Goulet au retour.
Comme chaque année, les restaurateurs sont très en demande à l'occasion de la Saint-Valentin, que ce soit en venant manger sur place ou en commandant une boîte de repas. L'engouement de la population pour la fête de l'amour ne s'essouffle pas. Un reportage de Kevin Duquette-Goulet. Plusieurs restaurants de Saguenay affichent complet en ce mercredi de février. Comme la fête arrive en plein milieu de semaine, c'est l'occasion pour les restaurateurs de remplir leur salle à pleine capacité, un jour où ce n'est pas habituel. Beaucoup de réservations, on est complet pour ce soir. Ça fait peut-être 2-3 jours qu'on est complet. Ça appelle encore pour savoir si on a de la place. La journée de l'amour amène des retombées économiques dans la région, et ce malgré le contexte d'inflation qui bat son plein actuellement. Outre les restaurants, de plus en plus d'entreprises offrent maintenant des boîtes repas à la Saint-Valentin. C'est un menu typique gastronomique. On fait 5 services. Puis c'est les gens qui préparent le repas chez eux. Nous, on donne tous les ingrédients, les recettes, de l'entrée au dessert. Le concept des boîtes, développé pendant la pandémie, a connu un succès monstre durant les mesures sanitaires. En 2024, l'engouement est moins fort, malgré une clientèle qui continue de répondre présent. Ici, on est vraiment un comptoir pour apporter là, majoritairement. Donc, les gens adorent ça. Ils partent chez eux, ils prennent leur petite bouteille de vin à la maison. Donc oui, je pense vraiment que c'est une belle alternative. Plein d'affaires à vendre. Fait que, s'il y en a qui arrivent, ils sont attirés par les boîtes repas, ils arrivent, ils découvrent notre boutique, tout ça. Ah, ils viennent se chercher un petit pain pour le lendemain. Le choix revient maintenant aux amoureux de décider s'ils souhaitent célébrer la fête de l'amour à la maison ou au restaurant. Kevin Duquette-Goulet, La Pige en direct, Saguenay. Une formation d'entre 12 et 18 CF-18 de l'Aviation royale canadienne effectuera un défilé aérien au-dessus de la ville de Saguenay demain vers 14h20. L'opération nommée Fierté en puissance a pour objectif de mettre en lumière les équipements de l'Aviation royale canadienne qui s'apprête à fêter son 100e anniversaire. Le vol sera remis à jeudi en cas de mauvaises conditions météorologiques. Jasmin, maintenant, à quoi doit-on s'attendre pour les prochaines heures au niveau de la météo? Le mot d'ordre niveau climat pour ce soir est constance. Les nuages qui nous ont accompagnés tout au long de la journée vont continuer pour toute la soirée. La température qui descendra de 1 ou 2 degrés devrait descendre à moins 14 degrés Celsius avec une température ressentie de moins 14 avec le vent qui continue ses bourrasques pour encore jusqu'à ce soir. À tantôt. Les Espoirs 3A du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont annoncé leur nouveau directeur général ce matin au foyer des loisirs à Arvida. Danny Chouinard et Steve Thériault prennent les rênes de l'organisation. Abraham Santerre était sur les lieux. Jean Leclerc cède sa place après une vingtaine d'années d'implication dans le hockey mineur. C'est Danny Chouinard qui a accepté, un petit peu après Noël, de le remplacer au poste de directeur général des Espoirs 3A du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'entraîneur Steve Thériault épaulera M. Chouinard dans ces changements. Ils débuteront leur mandat avec la préparation des pré-camps en avril. M. Chouinard souhaite rendre meilleure l'organisation. Revoir, si on veut, l'effectif qui est en place, revoir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour le contenu de nos joueurs aussi. Puis on va travailler sur l'encadrement des gardiens de but. Danny Chouinard s'occupera de l'administration, tandis que Steve Thériault sera en charge des entraîneurs. Pour avoir fait quelques organisations, quelques structures, on a su développer une expérience pour quand même emmener des idées. Je suis quand même ici depuis 2010. Dans leurs priorités, ils souhaitent aussi accroître la collaboration au niveau scolaire ainsi qu'avec les élites de Jonquière. L'ancien DG, Jean Leclerc, restera proche pendant la transition et il n'a pas de plan futur quant à son implication au hockey mineur. Ici Abraham Santerre, La Pige en direct, Saguenay. Gérer sa colère à travers la boxe devient une certaine forme de thérapie pour certains individus. Le reportage de Viviane Mission après la pause. Les crimes contre la personne ont augmenté de 23 % en 2022 selon le service de police de Saguenay. Les écoles ont également remarqué cette hausse d'agressivité.
Les sports de combat peuvent cependant aider le sentiment de colère. Un reportage de Viviane Bisson. Réguler l'humeur, diminuer le stress, augmenter la joie, l'activité physique a plusieurs bienfaits sur la gestion des émotions. Les sports de combat, comme la boxe, aident à faire la rétrospection des sentiments négatifs. Mais on le voit au quotidien de personnes qui ont beaucoup trop d'énergie. À l'école, ils ont des problèmes de comportement avec leurs pairs et tout. Ils viennent ici, donc ça apaise beaucoup l'énergie négative qui s'accumule dans le temps de la journée. L'encadrement du club est un facteur important, croient les intervenants. Les sports de combat peuvent aider à la gestion de la colère à condition d'avoir un bon entourage sportif. Beaucoup de clubs de boxe ont comme règle de dire que tu n'as pas le droit de te battre à l'extérieur. Dès que tu te bats à l'extérieur du club, donc que c'est pas encadré, tu es out. Parce que pour eux, justement, tu n'es pas ici pour apprendre à te battre, tu es ici pour apprendre la discipline. L'un des objectifs est de contrôler ses gestes et sa force physique. Ça s'appelle la boxe éducative. Et c'est un moyen que j'ai vu avec des jeunes qui avaient des troubles de comportement, des troubles de violence, qu'un club de boxe les a vraiment aidés à diminuer ces comportements-là dans la vie de tous les jours. Et ils avaient vraiment l'encadrement que même, ils ont appris que même dans le ring, il y a des règles à suivre. Le fait de pouvoir se battre et pouvoir avoir à se contrôler à l'intérieur du ring, ça amène beaucoup de respect un envers l'autre. Plusieurs clubs de la région offrent ces cours aux enfants. Le but est de gagner sans nuire à son adversaire. Les athlètes doivent savoir contenir la puissance des coups pour éviter les comportements violents et irrespectueux. Viviane Bisson, La Pige en direct, Saguenay. Maintenant, ce que tout le monde veut savoir, Jasmin, qu'est-ce que nous réservent les prochains jours à la météo? Écoute, à l'image de la journée, les nuages resteront avec nous pour le reste de la semaine avec quelques apparitions du soleil. Demain, la température, on prévoit moins 9 degrés avec un ressenti de moins 12. Pour ce qui est du soleil, on aura du soleil toute la journée avec quelques passages nuageux. Vendredi, ce sera similaire. On aura droit à un ressenti de moins 16 degrés, donc moins 10 sans le facteur vent. Les nuages seront davantage présents avec le soleil qui se pointera le bout du nez. En fin de semaine, samedi, moins 12, ressenti moins 18 avec vent. Dimanche, légère tombée de neige, moins 15, ressenti moins 19. Et le soleil et les nuages se partagent le reste de la semaine. Et voilà, c'est ce qui complète cette édition de La Pige en direct. Merci beaucoup, Jasmin. Merci à toute l'équipe. Alors, on va se laisser sur des images d'un phoque qui s'est montré le bout du nez à travers les glaces du fjord du Saguenay. Merci beaucoup, tout le monde. On se retrouve demain à 17h. Bonne soirée. Thank you.